Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Excusez, je vais juste bouger quelque chose qui s'est placé. Le webinaire qui s'intitule Faciliter la collaboration dans Microsoft 365. Comme Charles l'a mentionné, mon nom c'est Dominique Robichaud, je suis VP en gestion de l'information chez Chuck Echo depuis maintenant 2 ans, mais je fais partie de l'équipe depuis 6 ans. Charles m'a déjà présenté un peu, mais oh, excusez, ça va ici. Je suis associée responsable de la gestion de l'information, puis je suis spécialisée en architecture d'information et gestion des connaissances. C'est souvent moi qui donne les formations chez Chuck Eco aussi. Puis aujourd'hui, ben, la formation s'adresse beaucoup plus au Microsoft 365 parce que par la bande, la majorité de nos clients sont sur la solution Microsoft 365, ce qui nous a aidé à nous développer sur le sujet. Donc, je vais partager aujourd'hui quelques trucs et astuces pour la collaboration. Juste vous parler un peu de qui on est chez Chuck. Si jamais il y a beaucoup de monde que j'ai vu, que je sais que vous êtes déjà venus à nos formations ou à nos webinaires, ou vous êtes des clients réguliers. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est basé ici à Québec, mais on a des bureaux aussi à Montréal. On existe depuis 2017, donc ça fait 8 ans. On accompagne des organismes publics et privés dans leurs projets de transformation numérique. On offre 3 grands services, solutions numériques, donc vraiment des déploiements de solutions, de la gouvernance et conformité. Vous assurez que vous êtes conforme à la protection des renseignements personnels, automatiser des audits de conformité, etc. Puis on fait aussi des stratégies et opérations, donc optimiser des processus d'affaires, automatiser des processus, etc., etc. Bon, donc je vais juste voir si tout le monde, ça se passe bien. On me voit. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à faire mention dans le chat. Charles viendra me le dire. Je pense que ça part bien. Bon, donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, euh, c'est ce webinaire s'adresse aux petites et moyennes entreprises. J'ai vu qu'il y avait plus de grandes entreprises présentes ou des organismes à but non lucratif, mais note que l'objectif est quand même assez universel. C'est pour vous montrer les outils qui sont facilement accessibles et configurables dans votre espace de travail actuel qui pourraient vous aider dans votre quotidien. Peut-être certains d'entre vous, vous allez être familiers avec les éléments que je présente, mais notez que je vais montrer des cas concrets. Donc, j'ai créé un faux environnement, mais vous pourrez peut-être vous inspirer de quelques outils que je vais vous présenter pour les intégrer dans votre organisation. La raison pour laquelle on a choisi de faire ce webinaire ici, c'est que, excusez, il y a un petit bug. Une situation qu'on voit beaucoup chez nos clients, c'est, on entend souvent, on utilise Microsoft 365, mais on a l'impression que nos équipes travaillent encore en silo, on perd nos documents, les choses sont un peu éparpillées partout. J'entends des choses comme on met encore nos choses sur nos OneDrive parce que c'est plus facile à partager. Des fois, nous, on fait des évaluations volumétriques, donc on passe un script dans les espaces, dans les environnements de travail des gens, puis on se rend compte que tous les documents sont dédoublés quelque part dans leur cloud. Donc, et souvent, on entend que ben, finalement, on n'utilise pas les outils à leur plein potentiel. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les seuls. C'est vrai que Microsoft 365, ça se veut un moteur de collaboration, mais l'offre est tellement grande que des fois, on se perd là-dedans. Donc, parfois, on ne sait pas par où commencer. Pourtant, de plus en plus, le mot l'intelligence artificielle, on l'entend. Donc, on s'attend de plus en plus qu'on adopte l'intelligence artificielle pour gagner en performance sans toujours avoir consolidé les bases essentielles de la collaboration numérique. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que si vos informations sont dispersées, mal structurées ou difficiles à trouver, l'IA va possiblement juste amplifier la confusion au lieu de générer de la valeur. Donc, une collaboration bien organisée dans, par exemple, Teams, SharePoint, OneDrive, Outlook, va aider à garantir que les données générées par l'intelligence artificielle sont fiables, pertinentes, puis au final, utiles et sécuritaires. Donc, la qualité des résultats de l'intelligence artificielle dépend directement de la qualité de votre collaboration numérique puis de votre gestion documentaire. Donc, juste pour vous rappeler, ça, c'est l'offre Microsoft 365. Je ne suis pas une vendeuse d'Office 365, comme j'ai dit. On a juste beaucoup de clients qui nous font part de leurs inquiétudes ou de leurs problématiques avec cette offre-là. Fait que je me suis dit que ça serait pertinent de vous parler de ça aujourd'hui.
Mais en gros, les applications que nous, on va s'attarder aujourd'hui, c'est vraiment les espaces de collaboration un peu classiques. Donc, vous connaissez très bien le OneDrive, le Teams, le Outlook et le SharePoint. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils me rencontrent, ils vont dire, s'il vous plaît, parle-moi pas de SharePoint. Mais malheureusement, si on veut vraiment une bonne solution puis que ça fonctionne bien, SharePoint est la clé de tout ça. Mais vous allez voir que c'est quand même c'est pas trop compliqué ce que je vais vous proposer qui est dans SharePoint. Je vais juste m'assurer que tout se passe bien. Bon, donc, espace de collaboration. La première chose dont je voulais vous parler avant de vous partager des conseils vraiment concrets puis vous montrer comment j'ai paramétré certaines choses, je vais vous parler de l'un des plus grands problèmes qu'on voit lorsqu'on arrive chez un client. C'est que souvent, les clients, quand ils ont adopté la solution Microsoft 365, c'est qu'ils ont recréé vraiment la structure organisationnelle pour faire des espaces de collaboration. Donc, une équipe, Teams ou un site SharePoint par département, ça répond le besoin. Ils sont des groupes, fait que c'est sûr qu'ils vont vouloir chatter ensemble puis partager des documents. Par contre, souvent, en faisant ça, on se retrouve à être désorganisé parce qu'on est obligé de partager des documents avec d'autres départements, ce qui est tout à fait normal. Fait qu'on va le faire avec un lien direct, un téléchargement partagé dans Outlook ou je vois ça souvent, là, ça me surprend, mais télécharger dans OneDrive parce que la gestion des accès est supposément plus facile. Donc, on met ça là. Ce qui fait qu'on dédouble tout. On ne sait pas si on a la bonne version devant nous. Puis, c'est difficile de gérer les accès par la suite. Donc, si la personne quitte ses fonctions, je ne sais pas si, ou si la personne a changé de département, je ne sais pas si elle a encore accès à des choses. Non, elle ne devrait pas avoir accès. Ce qu'on conseille beaucoup, puis c'est un peu la philosophie de Microsoft, c'est qu'il faudrait plutôt structurer nos espaces de collaboration par fonction ou grandes activités de notre organisation. Je vous donne un exemple typique, classique. Même si vous êtes une petite entreprise de une quinzaine de personnes, vous avez peut-être fait face à ce problème-là. On a une équipe RH, ça peut être une ou deux personnes, puis on a une équipe de finance, deux, trois personnes aussi. Évidemment, RH, on parle de conditions de travail, formation continue, promotion et tout ça, finance, comptabilité, opérations bancaires, vérification financière. On crée deux équipes, ils travaillent tous les deux, mais l'enjeu, c'est que ces deux équipes-là, au quotidien ou presque chaque semaine, on parle de la gestion de paye, puis on parle de subventions. Fait que là, on s'envoie la balle, on s'envoie des courriels. Si vous vous retrouvez, posez la question, je me retrouve souvent à parler à ce département-là par courriel. Est-ce que c'est parce que vous manquez un espace de collaboration où ça va être facile à déposer des documents? Là, je vais parler de la gestion des versions puis la possibilité de bloquer des accès parce que je vais travailler temporairement dessus parce que je sais que c'est pas facile l'idée à penser qu'on va partager ces documents avec tout le monde. J'entends souvent, soit RH ou finance, dire, ben, je ne veux pas que l'autre équipe travaille dans mes choses. Il y a des solutions temporaires pour ça, mais l'enjeu, c'est qu'on n'est pas capable d'ajouter des étiquettes de confidentialité à des documents qui sont sur votre poste de travail, dans votre boîte courriel nécessairement. Ils vont être conservés beaucoup plus longtemps, quand peut-être ils devraient être supprimés après 7 ans, etc. Si on ne sait pas son où, ils ne vont pas être automatiquement supprimés. Et troisièmement, dépendamment de où il est, l'intelligence artificielle va peut-être l'utiliser pour générer des résultats quand cette version-là est désuète depuis longtemps. En gros, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on voit un besoin de créer 3 espaces de travail. Donc, 3 équipes Teams peut-être, 3 sites SharePoint. Je n'irai pas plus loin dans ça, mais je vous dirais que c'est la case de départ quand on fait une architecture d'information auprès d'un client. Puis je vous conseille de faire le même exercice, c'est regarder ensemble qu'est-ce que les besoins de collaboration pour la suite créer des espaces de travail pour ces gens-là. Fait que là, RH puis Finance sont capables de travailler ensemble sans avoir à s'envoyer la balle, envoyer des accès individuels à un document, etc., etc. Bon, donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous créer un environnement dans un espace de travail qu'on utilise chez Chuck & Co pour tester plein de choses.
Donc, j'ai créé une entreprise fictive, donc elle s'appelle Fibralux, donc une petite mise en contexte. Fibralux, c'est une entreprise manufacturière québécoise fictive spécialisée dans la conception et la production textile de haut de gamme. J'ai décidé que leurs bureaux administratifs sont à Montréal. Ils ont 3 usines, une au Saguenay, Drummondville et à Laval. Et on compte environ 130 employés. Je vous dirais que Fibralux est comme beaucoup de nos clients chez nous. Ils viennent chez nous puis ils nous annoncent on a Microsoft 365, mais on travaille beaucoup en silo. On ne sait pas vraiment ce que les autres départements détiennent comme information. Les usines, il y en a 3, mais ils ne voient pas la pertinence de tenir compte de ce que les autres usines font puisque les productions ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de standardisation au niveau de la collaboration. On ne supprime pas les informations visuelles, on garde tout parce qu'on ne sent pas que c'est notre responsabilité. On veut pas faire d'accident, donc on conserve tout ce qui existe. On donne accès aux documents quand quelqu'un nous demande les accès. Donc, on le fait à la bonne franquette. On a une équipe TI, mais on a ouvert les accès, fait que les gens sont capables de se partager à l'interne. On se retrouve beaucoup à avoir des copies du même document, donc c'est vraiment peut-être très classique chez vous, les formulaires, les procédures, les annonces, les nouvelles, les infolettes, etc. On a toute une version chez nous parce qu'on aime de le consulter. Puis à chaque fois qu'on cherche une information, on perd du temps et on est obligé de faire un prix auprès des résultats pour savoir si on a le bon document pertinent. L'entreprise est venue nous voir parce que les gens commencent à se plaindre et ils ne veulent plus intégrer des nouvelles solutions. Donc, on parle de nouvelles fonctionnalités, puis les gens sont comme ah, parle-moi-en pas. On est tellement submergé avec ce qui existe, ils sont réticents au changement. Donc, ça, c'est très commun. Donc, souvent, la première question que je vais demander, c'est comment est-ce que les gens se sentent par rapport à une nouvelle solution. Puis si on dit les gens pensent que c'est trop, ça ne les intéresse pas, bien, c'est probablement parce qu'ils n'utilisent pas la façon que vous avez paramétré, la façon qu'on a paramétré l'espace de travail actuel ne répond pas suffisamment aux besoins. Donc, on préfère créer nos petites propres solutions artisanales. Donc, Fibralux, comme je le dis, une parmi plusieurs. Et je vais vous partager 6 de mes conseils. J'en ai plus que 6, mais j'ai juste 45 minutes avec vous aujourd'hui. Donc, j'en parle de mes 6 conseils que nos clients semblent beaucoup apprécier. Ils sont quand même assez larges, donc ils s'appliquent pas mal à n'importe qui. Donc, PME, c'est pour ça qu'on se présentait vers vous, mais ça s'applique à n'importe qui. Donc, on va vraiment dans du général ici. L'un des premiers conseils, c'est créer un espace central. Si vous avez des informations qui concernent tout le monde, on pourrait le mettre ici. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ben, on a un intranet. Puis, tout à fait, c'est bien correct d'avoir un intranet. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'il y ait une page d'accueil que tout le monde peut accéder. Mais ce qui est avantageux avec utiliser la page d'accueil proposée par SharePoint, là, je suis dans SharePoint, c'est que quand vous effectuez de la recherche, ça va aller chercher dans la barre de recherche en haut. Ça va aller chercher dans toutes les informations, tous les sites qui sont rattachés à ce site-là. Donc, oui, j'ai accès à toute l'information qu'on met en évidence en avant, mais si j'effectue une recherche en haut, ça va aller chercher dans l'ensemble des sites dont moi j'ai accès. Donc, si mon collègue il travaille en RH puis il fait une recherche au nom d'une personne, peut-être il va voir le dossier d'employé de cette personne-là. Tandis que moi qui est en finance, je ne verrai pas le dossier d'employé. Fait, les résultats dépendent de nos accès. Mais ça reste que c'est fun d'avoir une barre de recherche, un peu comme Google, où on a les résultats dans l'ensemble des sites qu'on a accès. Donc, qu'est-ce qui est le genre d'informations qu'il pourrait y avoir à une page d'accueil, une page centrale? On parle des procédures, processus, des bilans, des mots du président, de la présidente, annonce de mise à jour d'un nouveau logiciel, des présentations, des formations à suivre, des formulaires pour X raisons, le parcours pour un nouvel employé. C'est à vous, c'est là pour vous. Notez que c'est fait pour être une landing page pour aider les gens à partir du bon pied. Moi, je l'ai faite
comme ça. Donc, blanche avec, ça va être très simple, mais vous pouvez vraiment la rendre dynamique. Ici, là, si j'avais cliqué ce bouton-là, j'aurais pu, c'est un site web là, fait pour UX Design. Donc, c'est facile à ajouter des widgets puis tout ça pour le rendre dynamique. Notez que pas tout le monde peut aller modifier ma page d'accueil. Il faut avoir un accès précis, mais vous n'avez pas besoin d'avoir administration SharePoint TI pour avoir accès à cette page-là. Vous pouvez faire la demande si vous faites partie de l'équipe com, par exemple, puis paramétrer cette page-là. J'ai aussi, je sais que j'ai des petites, très, très petites entreprises ici aujourd'hui. Ça peut être aussi juste chez nous, mettons que je travaille à l'usine, puis certains de mes employés travaillent dans les 3-4 mêmes documents quand ils viennent à l'ordinateur. Pourraient mettre en évidence les 3-4 documents ici. Donc, ils se connectent, ils n'ont pas besoin d'aller fouiller nulle part. S'ils trouvent que SharePoint, c'est inutile, c'est parce que c'est trop gros pour ce qu'ils ont besoin, on peut mettre juste en évidence les documents dont ils ont besoin à la première page. Et encore une fois, ce sont des liens vers du contenu. Fait que si je n'ai pas accès au contenu, quand je clique le bouton, il ne marche tout simplement pas. Donc, c'est très important à le savoir. SharePoint, c'est un ensemble de liens. Fait que si vous voyez quelque chose, vous voyez un bouton, ce n'est pas forcément qui est cliquable pour vous. Mais c'est juste, si vous avez accès au lien, vous pourrez donc le cliquer puis accéder au contenu. Une autre proposition qu'on fait souvent, c'est mettre en valeur la structure organisationnelle, présenter clairement les espaces de collaboration qui existent afin que tout le monde puisse s'y retrouver facilement. Combien de fois est-ce qu'on crée un nouvel espace de collaboration sans savoir qu'elle existe déjà? Le nombre de sites et de Teams que j'ai eu à supprimer chez des clients parce qu'on l'a créé 2-3 fois. On a parti un nouveau projet, 3-4 personnes portent le même projet sur SharePoint. Quand en fait, c'est les mêmes droits d'accès, c'est les mêmes 4-5 personnes qui travaillent ensemble, on va être capable de supprimer ce site-là puis utiliser le même. On essaie de faire des regroupements logiques ici. Donc là, moi, j'ai fait les directions, les 3 usines sont là, les équipes administratives, puis des projets. C'est sûr que là, ça demande un petit peu de mise à jour, là, mais ça reste que c'est super pertinent. Les rectangles sont des boutons qui mènent directement au site en question. Fait que si, mettons que je travaille pour l'usine de Saguenay, quand je rentre ici, je peux cliquer là. J'ai donc accès à l'espace partagé avec toute mon équipe de prod, mais j'ai été demandé aussi de travailler sur un projet de développement de polyester écologique, mettons. Et donc, je suis capable d'aussi venir cliquer ce bouton-là qui m'amène à un site où je travaille avec un autre groupe de gens, des gens de d'autres usines ou d'autres équipes administratives. Donc, ça contextualise le contenu, puis on évite de faire des dédoublements. Je donne un exemple très concret. Si vous allez vous demander à l'équipe TI ou si vous êtes les administrateurs SharePoint, puis que vous allez dans votre liste de sites, là, dans le côté admin, vous allez être surpris par la quantité de sites que vous avez. Parce que des fois, on va dire, ah oui, mais on en a 5-6. Ouais, mais vous en utilisez peut-être 5-6, mais quand on va voir, on se rend compte qu'on a 30 sites. Oh mon Dieu, ces sites-là, ils ont été créés par accident. On pensait qu'on créait juste un canal dans Teams, puis finalement, ça crée un site SharePoint. Puis quand on fait ça, ça occupe plus d'espace. On va se sentir beaucoup plus éparpillé. Encore une fois, l'intelligence artificielle va aller fouiller de là-dedans aussi. Donc, c'est bien de faire un ménage de ces sites, puis ensuite de déterminer quel site qui est utile pour nous. Une petite anecdote, quand j'ai commencé chez Chuck 6 ans passés, c'était la pandémie. Puis mon premier client, il s'est retrouvé à la maison à cause de la pandémie. L'équipe TI se dote de Teams. Il dit à tout le monde, OK, maintenant connectez-vous de là-dessus. C'est à partir de ça qu'on va travailler pour continuer nos rencontres. Pas de Teams avant la pandémie. Ils se mettent à créer des sites SharePoint et des équipes Teams sans se rendre compte vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Fait que, ils disent, c'est un espace de chat. Et donc, quand je suis arrivée, ça faisait 6 mois que cette organisation-là était dans Teams. Ils étaient 400 employés et on était rendu à 11 000 sites SharePoint. On a généré la liste dans un document Excel parce que je n'étais plus capable de passer à travers la liste. On était rendu à 11 000 sites. Il y avait des sites qui s'appelaient Photos de nos enfants, Équipe de bowling, soirée de filles. Donc, c'était des personnes qui se regroupaient
qui aurait pu faire un chat, mais qu'au lieu de cliquer un nouveau clavardage, crée un nouveau site SharePoint sans s'en rendre compte via Teams. Donc, vous pouvez imaginer qu'avant même qu'on commence le travail, on est obligé de réduire le 11 000 sites à peu près à, je pense qu'on était à 700-800 sites, ce qui était comme plus pertinent parce qu'il gérait beaucoup de projets. Mais ça reste que ça fait énormément de ménage et ça occupait beaucoup de place. Ils payaient pour ça chaque année, là, ces espaces-là. Bon, tout se passe bien. Oui, OK. Je vais vous montrer, je vais vous partager mon troisième truc et astuce avant de vous montrer le cas réel parce que je l'ai ouvert mon espace de travail. Une autre solution pertinente, facile à concevoir pour augmenter l'efficacité, c'est de mettre de l'avant vos processus, outils et références de l'organisation pour favoriser la standardisation puis encourager le partage de connaissances, ce qui est mon dada. Donc, j'aime beaucoup ça, cet aspect-là. Donc, combien de fois est-ce qu'on pose la question, j'ai-tu la dernière version d'un processus? Est-ce que je le fais correctement? Et combien de fois vous recevez un courrier et dire, je fais tout ça de la belle façon, vous dites, il y a un processus, l'utilises-tu? J'ai-tu le bon formulaire? Y a-t-il de quoi qui a changé depuis que la copie que j'ai téléversée sur mon site SharePoint à moi pour mon équipe? J'ai fait ici un exemple. Donc, donnez-moi 2 petites secondes, je suis en train d'apprendre une nouvelle fonctionnalité là. Ici. Bon. Donc, premièrement, bienvenue dans mon faux environnement Fibralux que j'ai monté pour cette formation ici. Donc, vous voyez la page d'accueil. Il y a la liste des équipes de travail, dont les usines, etc. Ils sont cliquables. Donc, je pense que si je clique Saguenay, vous allez voir, je me retrouve dans un site pour l'usine Saguenay où les gens de l'équipe de cette équipe-là ont accès, personne d'autre. Et ici, j'ai dans mon hub de connaissances un bouton qui s'appelle Mes processus. Mes processus, c'est une page qui est accessible par tout le monde chez Fibralux. Donc, on essaye d'être une ouverture d'esprit. C'est Glass Doors. Donc, on essaie que tous les gens ici aient accès au même contenu. Fait que les gens n'ont pas besoin de se chercher énormément. Si ce n'est pas là, c'est que le processus n'existe pas. C'est un peu ça l'idée. Et j'ai ma liste des processus, qui est encore une fois juste des boutons. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, j'en ai fait un pour approvisionnement. Et on a utilisé un modèle de page. On utilise le même modèle de page pour chacun des processus, fait que ce n'est pas compliqué pour personne. Puis, ce qu'on voit ici, c'est un sommaire du processus, les livrables attendus. Moi, je trouve que c'est toujours bien de mettre les personnes responsables du processus. Fait que c'est une question s'il y a des mises à jour à être faites. C'est ces personnes-là qui sont responsables de le faire. Fait que s'il y a de quoi que je ne comprends pas, je sais que je peux écrire à Irvin, Lee ou Alex, qui ne sont pas des vraies personnes, évidemment. Et ensuite, ici, les grandes étapes du processus, je les aurai ici. Là, vous voyez, il y en a juste 2. Chez nous, chez Chuck, si je retourne, nous, on a vraiment fait ça ici. Ça nous aide énormément. Fait que là, il y a 4 processus. Chez nous, chez Chuck, il y a beaucoup 80% de nos processus, ce sont des services qu'on a. Donc, on a à peu près une vingtaine de processus à notre disposition. Puis, chaque fois que je clique un processus, le format est le même avec toutes les étapes. Puis, pour chaque étape, une description plus avancée. Et là, ce que je pense qui est très intéressant pour vous, puis qui a vraiment été un game changer pour nous, c'est que pour chaque étape, on a mis des modèles et outils qui seraient pertinents. Donc, pour faire cette partie-là de votre processus, voici le modèle du document, voici une référence. Si tu veux faire une recherche pour tes fournisseurs, voici la liste des fournisseurs, etc. Ce qui est important à retenir ici, c'est que ce ne sont pas des copies des documents. C'est vraiment un lien vers où il est stocké. Et donc, la personne qui est responsable de le modifie en temps réel et il vient donc se mettre à jour ici aussi. Ce ne sont pas des copies, encore une fois, ce sont des liens vers les documents officiels qui sont donc assujettis à des changements par les personnes responsables. Donc, je sais qu'à chaque fois que je clique le document ici, ça m'amène à un espace où j'ai accès à la dernière version du document, le document en cours. C'est sûr que le gros enjeu, c'est OK, si j'ai accès à la version qu'on travaille dedans, je peux-tu le modifier? Non, pas forcément. On peut gérer les accès. Là. Ça pourrait être un autre webinaire au complet, mais on pourrait dire tout le monde qui clique ici, quand il ouvre le document, ils ont l'option de
le lire ou de le télécharger pour le modifier chez eux, mais seulement les personnes qui ont identifié responsables des changements des documents ont accès en modification. Donc, lecture seule, modification pour le même document. De cette façon-là, on n'a pas plusieurs copies. Je suis confiante que tous les gens de l'organisation utilisent la même liste des fournisseurs. Tous les membres de mon organisation consultent le même dernier exemple pour faire un bon de commande, etc., etc. Donc, ça aide beaucoup à la standardisation. Donc, nous, on fait ça chez Choc. Puis, étant donné que moi, je suis responsable de certains processus, ben, je m'assure de mettre à jour les nouveaux documents si jamais il y en a. Bon, là, je vois que je partage. Je vais retourner à ma présentation. Ici, un quatrième, 4 sur 6, donc il m'en reste 3 autres, c'est utiliser la gestion des versions. Donc, pour éviter des doublons et assurer la mise à jour des suivis, les suivis et les mises à jour, je vous conseille fortement d'utiliser ou de solliciter tout ce qui existe avec la gestion des versions. Vous ne le savez peut-être pas, mais par défaut, tous vos documents dans SharePoint est conservé. On conserve les 500 dernières versions par défaut de vos documents. Donc, vous ouvrez un document qui s'appelle Présentation 1, vous travaillez dedans, vous le fermez, vous l'ouvrez le lendemain, vous le travaillez une deuxième fois, il conserve. Souvent, les gens vont dire « Ah, ben, je vais sauver une nouvelle version. » Fait qu'ils en sauvent une deuxième version en dessous. Mais c'est inutile parce que ça s'écrase toujours l'une par-dessus l'autre, puis les mêmes versions sont disponibles en dessous de celles que vous travaillez actuellement. Vous avez le droit d'appliquer ce qu'on appelle des versions primaires et secondaires. Je vais vous montrer un peu ça veut dire quoi. Vous pouvez aussi automatiquement créer des approbations pour des versions. Donc, si vous me dites ouais, mais moi, partager toutes mes affaires ensemble dans le même site SharePoint, ça ne me convient pas parce que je ne veux pas que les gens aillent travailler dans mes choses. Ben, si tu me dis, ben, c'est parce que c'est toi qui es responsable de ce document-là, tu peux ajouter une automatisation qu'à chaque fois que quelqu'un modifie, tu reçois une notification que tu peux approuver ou refuser la dernière modification, donc la dernière version. Notez que toutes ces choses-là, ça ne prend pas un accès administrateur SharePoint. On est capable de le faire comme propriétaire de site ou la personne responsable de votre équipe est capable de le faire dans son espace de travail. Donc, ça s'applique vraiment différemment pour chaque site SharePoint. Puis, il y a aussi l'option d'extraction. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Je vais vous montrer ça ici un instant. Donc, si je vais juste reculer ici. Puis je vais faire semblant que je travaille pour l'usine Saguenay. Vous allez voir que dans mes documents, j'ai mis en évidence les versions pour vous. On a tous les documents ici. Pour mon usine, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est des personnes plutôt de chantier, mais les documents qui pourraient être utiles pour eux sont ici. Vous allez voir que j'ai une version numéro 4. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une nouvelle version? C'est parce que quelqu'un l'a ouvert, quelqu'un l'a modifié. Je vais le modifier, je vais mettre... Et ça fait donc, si je pèse fresh, une nouvelle version, donc version 5. Les gens ont peur de ça. Ils ont souvent peur que les anciennes versions pourraient être encore pertinentes. Donc, on sauvegarde souvent tout le travail qu'on a fait. Mais notez qu'ils sont accessibles ici. Donc, peut-être vous le savez déjà, puis c'est correct, mais il y a peut-être qui ne le savent pas. Fait, je veux juste le souligner ici que donc, pour chaque document, vous pouvez aller voir l'historique des versions. Et vous avez la liste de toutes les dernières versions de documents. Si vous en sélectionnez un, puis je ne vais pas le faire parce que ça ne marchera pas là, avec vous ici, parce que ça va me sortir de mon Teams, on est capable de le consulter, donc l'afficher. Si on l'affiche, ensuite, on peut le sauvegarder à côté, tout ça. Beaucoup de gens ont peur que si j'ouvre une ancienne version, ça va forcément écraser la dernière version. Ce n'est pas le cas si vous l'affichez. Restaurer, c'est une autre chose. Mais l'afficher, vous allez être capable de consulter les anciennes versions. Donc, je vous dis ça parce que souvent, c'est là où les gens vont s'arrêter à partager leurs documents. Ils vont se dire, si je mets mes documents ici, les gens vont être capables de les modifier. Ce qui mène à une deuxième fonctionnalité qui existe. Souvent, les gens en comptabilité vont me le dire. Si on est plusieurs personnes qui travaillent dans un document Excel simultanément, ça fait des bugs. Fait que je suis d'accord. Vous êtes capable ici, dans le plus, en faire une extraction. Là, je vois que c'est très petit. Vous m'excuserez. Je ne sais pas si je peux mettre ça plus gros ici.
extraction. Donc, vous êtes toujours capable d'extraire un document. Puis quand on fait ça, extraire un document, vous allez voir une petite flèche rouge qui apparaît ici. Ça veut dire que moi seulement, étant donné que c'est moi qui l'ai extrait, je peux le modifier, je peux ouvrir le document et modifier le document en temps réel. Et mes collègues qui, eux, ont toujours accès au document, lorsqu'ils l'ouvrent, ils ont seulement accès à la version avant que je l'ai extrait. Donc, ils ne voient pas tes modifications en temps réel, mais ils ont quand même accès au document pour consulter. Donc, si vous avez un inventaire, par exemple, puis vous ne voulez pas que les gens jouent dans votre inventaire, parce que ça, je connais ce cas de figure-là souvent. Là. On a un inventaire, on ne veut pas que les gens viennent jouer dedans, mais il faut qu'ils le consultent quand même. Vous êtes capable d'être ceux qui font la saisie de données, l'extraire, faire de la saisie, mais les gens peuvent continuer quand même à consulter la liste, l'inventaire des choses pour faire leur travail, sans nécessairement faire des bugs avec vous qui avez besoin en modification de document. Bon, une nouvelle fonctionnalité qui existe, que moi, je n'ai pas encore eu la chance d'utiliser, mais que mes collègues, oui. On est capable d'utiliser maintenant, avec l'intelligence artificielle dans Microsoft 365, de supprimer des versions qu'eux jugent plus pertinentes à conserver. Je sais que ça peut faire peur, mais mettons qu'on crée un document. L'année passée, on a créé un document. C'est la genèse de ce document-là. On fait beaucoup des grosses modifications majeures. Puis ensuite, sur le long terme, on vient changer des virgules ou ajouter des petits commentaires, etc. Il a évolué, mais très peu dans la dernière année. On peut déclencher quelque chose dans l'intelligence artificielle qui va venir supprimer toutes ces versions-là, tout en gardant les modifications, mais ils vont reconnaître que toutes ces copies-là, ils ne valent pas la peine de conserver. Puis on a un client qui a accepté de faire le test avec nous. Ça s'est super bien passé et ça a libéré 4 Téra de données. Donc, oui, conserver 500 versions d'un dernier document, c'est hot, c'est utile, mais c'est lourd aussi. Donc, libérer 4 Téra avec une fonctionnalité, laisse-moi dire que ça a vraiment plu le client parce que ça a aussi sauvé énormément de sous. Ça prend moins de temps à la recherche. Puis on est quand même très, très fonctionnel. Là. Donc, notez qu'il y a cette fonctionnalité-là. Si jamais vous voulez aller explorer ça plus, on est capable de supprimer des petites versions d'un document. Bon, pour retourner à ma présentation, il y a aussi, juste vous montrer, la possibilité d'avoir des versions principales et secondaires. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu ça. Donc, si jamais vous voulez activer ça dans votre bibliothèque, c'est possible. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de sorte que les gens qui ont accès en lecture seule au document, ils voient juste les versions publiées, les versions officielles. Donc, si je travaille document, par exemple, j'ai perdu ma petite flèche ici, mesure d'urgence en usine, par exemple, puis il y a une version 5.0, les gens, quand ils vont l'ouvrir, ils ont accès à la liste, à ce document-là, la dernière version, 5.0, excusez. Mais moi, je travaille pour les ressources humaines, puis je suis en train de faire une mise à jour, j'ajoute quelques petites notes, etc. Ce qui fait que moi, quand je l'ouvre, je vois la version 5.1. Je vais faire des modifications, 5.2, 5.3. Une fois quand je suis satisfaite, j'ai l'option de republier qui va être disponible ici. Quand je pèse republier, les gens vont dorénavant avoir accès à la version 6.0. Donc, ça aussi, ça peut être une fonctionnalité qui est intéressante pour les gens. Si vous avez dans votre organisation des gens qui disent « Ouais, mais là, on ne va pas le mettre là parce que ce n'est pas encore officiel. On ne veut pas le partager sur l'intranet parce que c'est encore en mode de production. » C'est possible d'utiliser le même document. Puis de cette façon-là, on s'éparpille beaucoup moins. Donc, ça, c'est la 4e proposition. Une 5e proposition qu'on propose, ou conseil qu'on propose, c'est créer des formulaires pour des suivis de demande. Donc, centraliser les requêtes pour faciliter le traitement. Ça, l'objectif ici, c'est que ça réduit énormément notre utilisation d'Outlook. Donc, ça va faire un meilleur suivi des demandes. On est capable de déléguer plus facilement. On est capable de retenir ou supprimer des demandes automatiquement. Puis finalement, ça réduit la possibilité que des demandes passent entre deux chaises. Mettons ça se fait toujours, on écrit toujours à Marc parce que Marc, c'est lui qui est responsable des TI. Mais Marc, il part en vacances. Marc, comme tout le monde, est parti en vacances, ce qui fait qu'on ne reçoit plus ses demandes. Ou si on envoie un courriel TI à commercial Fibralux, ben, des fois, je vais penser que mon collègue, c'est lui qui l'a répondu versus moi. Donc, il est possible, c'est vraiment facile.
c'est beaucoup plus facile qu'avant. J'en ai fait plusieurs, mais maintenant, c'est clairement une fonctionnalité que les gens aiment. Puis donc, Microsoft a vraiment développé davantage. Au lieu de créer une bibliothèque, il y a un petit plus, ça dit créer un formulaire interactif. Je l'ai créé et ça s'est fait toute seule. Euh, euh, je ne sais pas si Charles l'a mentionné, mais en plus on va publier la vidéo, je vais partager la présentation, mais je vais aussi partager tous des liens vers comment paramétrer ces outils-là, parce que c'est disponible en ligne. Fait que je vais juste les centraliser pour que vous puissiez faire vous-même ce genre de choses-là. J'aurais dû le mentionner au début. Donc, ce genre de choses-là, créer des formulaires, c'est possible. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Fait que, encore une fois, moi, je l'ai centralisé toutes les demandes possibles à partir de la page d'accueil de Fibralux. Donc, tout le monde a une question, veut prendre une journée de congé, faire une demande d'absence, faire un billet TI, besoin d'une nouvelle équipe Teams, veut passer une commande, veut demander un remboursement. On pourra avoir une liste de demandes et formulaires que lorsqu'on sélectionne, on a l'opportunité de saisir ici. J'ai un problème, je trouve que ça va. Incapable d'ouvrir ma boîte courriel à partir de mon poste de travail. Le logiciel concerné, par exemple, c'est Outlook, puis j'envoie. Ça, tout est automatique. L'équipe TI ont toutes reçu une notification. Quand ils vont rentrer chez eux, ils vont aller travailler le lendemain matin. Excusez. Je retourne ici. Ma page, je travaille pour TI. Je vais voir ici. Je reçois une notification qui dit que dans mes problèmes techniques, il y a une nouvelle requête. Quand je vais la ouvrir ici, la liste est là. Je ne suis pas une experte en automatisation. Je ne suis pas TI. J'ai été capable de faire ça en 1 heure avant cette semaine pour la présentation. Normalement, ça me prenait beaucoup plus de temps. Maintenant, ça se fait tellement facilement. Donc, encore une fois, je vous partagerai les liens et les comment faire. Mais vous voyez que ce qui a été saisi il y a quelques secondes se retrouve ici. Je peux dire, OK, parfait, je vais l'attribuer à telle personne, je vais l'attribuer à Marc, j'ai un statut, priorité, etc. Donc, je suis capable de faire un suivi ici. Pas de courriel, pas d'Outlook. Ça va être plus facile pour moi et mon équipe dans quelques semaines de dire, OK, tout ça, je peux les supprimer. Ces requêtes-là sont terminées ou je peux les sauvegarder ailleurs, etc. Ça ne prend pas de place dans nos Outlook. Je n'ai pas besoin, moi, de rédiger un courriel, dire bonjour Lydia, je veux vous informer que le problème a été réglé. Non. Avoir un standard, ça se fait automatique ici. J'ai reçu votre requête, etc. Tout se fait ici. Je me suis amusée avec des couleurs. Et encore une fois, ça m'a mis 1 heure. C'est vraiment, vraiment des fonctionnalités intéressantes. Il faut juste que vous réfléchissiez à où est-ce que ça pourrait être pertinent. Où est-ce que vous avez des formulaires ou des demandes de suivi. Donc là, c'était une capture d'écran qui va dans la présentation pour vous. Et finalement, c'est évidemment pour beaucoup de monde, puisque c'est important de trouver des moyens d'automatiser ces tâches récurrentes. Donc, automatiser des tâches récurrentes, mettre en place des flux automatiques grâce à Power Automate pour gagner du temps et réduire des erreurs. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles pour vous sur les réseaux sociaux ou sur YouTube pour comment automatiser des certains flux. Mais ce n'est pas forcément inaccessible pour les communs des mortels comme nous. Je veux juste souligner qu'il y a beaucoup d'automatisations qui sont utiles pour la collaboration. L'un des plus communs, je vous dirais, c'est pour l'approbation du contenu ou la création des contenus. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de comités. Puis, tu sais, il faut que ça se fasse signer par telle personne, lu, approuvé, ensuite renvoyé, mis en PDF, etc., etc. C'était lourd. Puis, on a été capable de trouver des flux qui étaient préfaits, semi-préfaits. Puis, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'avec Copilot, on est capable de lui demander, avec du langage commun, là, populaire ou naturel, de nous générer le code qu'il faut pour justement automatiser certaines tâches. Juste un petit bémol, là, dans mon expérience, c'est vraiment important de regarder l'ensemble de vos procédures ou vos processus, puis identifier les procédures prioritaires à entreprendre. Il ne faut pas trop s'écarter avec beaucoup de procédures ou d'automatisation parce que des fois, on va s'écarter puis on va se perdre. Mais en gros, SharePoint avec Power Automate,
C'est vraiment facile. Vous pouvez les tester, les adopter dès jour 1. Puis comme le formulaire que je viens vous montrer, c'était une automatisation que j'ai faite sans même me rendre compte que j'étais en train de faire du Power BI, du Power Automate. Ça se faisait automatiquement. Juste une capture d'écran, ceci, c'est vraiment à partir de n'importe quelle bibliothèque. Donc, si j'étais dans cette bibliothèque ici, ressources humaines, puis je clique les 3 petits boutons-là, ça me donne ces options-là. Est-ce que je veux faire de l'automatisation? Oui. Je peux créer des flux directement là. Je peux aussi créer, je vais vous préciser, souvent on utilisait alerte. Tu sais, genre cliquer des alertes. Je veux une alerte chaque fois que quelqu'un dépose un document. Je veux une alerte à chaque fois que quelqu'un modifie un document. Cette fonctionnalité-là va disparaître. Il y a déjà des messages là, chaque fois que je clique ce bouton-là pour dire dans quelques mois, ça ne marchera plus. Donc, si vous avez des alertes que vous avez créées à partir de ça, ils vont arrêter de fonctionner. C'est parce qu'ils se rendent compte parce qu'avec Power Automate, tout ça, c'est plus facile. Donc, c'est tout sur une plateforme qui va être sur Power Automate. Donc, plus besoin de gérer les alertes de cette façon-là. Puis, ils vous en proposent. Fait que si je dis, je veux un Power Automate, une création de flux, je crée une flux, je clique là-dessus, ils vont m'en proposer 5, 6. Ils savent pas mal ce dont les gens ont besoin. L'un que j'ai créé pour la présentation d'aujourd'hui, encore une fois, très simple, m'a pris peut-être 2 heures, gros maximum, parce que je voulais tester plusieurs options. C'était ici pour les ressources humaines de Fibralux. Ils ont ils font des présentations, puis une fois que la formation est approuvée puis qu'on est d'accord avec le contenu, on va le déposer sur la page d'accueil où tout le monde a accès à la formation aux questions. Et donc, j'ai fait un flux d'approbation. C'est tellement, c'est quand même utile, là. Puis encore une fois, je vous le dis, c'est eux qui me l'ont proposé, je l'ai testé et ça a fonctionné dès le premier coup. Si je vais dans mon site des formations ici, vous allez voir, j'ai ma liste de formations, j'en peux en créer, etc. Je le monte, ma formation, une fois que c'est terminé, je peux tout simplement, je vais cliquer envoyer. Puis ça va me dire, vous voulez l'envoyer à qui? Vous voulez le faire approuver par qui? Ben, cette formation-là, elle concerne la sécurité au travail. Donc, je vais demander à un gestionnaire d'une firme, d'une chaîne de production de l'approuver. Je saisis son nom ici et j'y dis, merci d'approuver. Une fois que je l'envoie, Marc, lui, encore une fois, ça se fait tout automatique. Ça m'a demandé, est-ce que quand j'ai paramétré, voulez-vous que Marc soit informé par courriel ou par Teams? J'ai choisi Teams et donc Marc a reçu une notification. Il clique, ça l'ouvre. Puis une fois qu'il va cliquer approuver, je vais recevoir une notification qui dit que c'est approuvé. Je n'ai pas le compte de Marc ouvert, fait que je ne peux pas l'approuver pour vous. Mais si je l'avais envoyé à Lydia, qui est ma fausse personne, j'aurais été capable de l'approuver puis recevoir une notification parce qu'il a été approuvé. Encore une fois, je vais vous montrer, c'est pas loin, automatisé. Il y a toutes ces options-là. Les règles, créer une règle, je vais vous montrer, ça vous propose des options. Fait, vous pouvez vous amuser de là-dedans. Puis comme vous voyez, je ne suis pas partie dans l'environnement Power Automate ici, là, parce que là, normalement, des besoins d'admin, j'ai été capable de faire ça à partir de mon espace de travail moi-même. Bon, donc ça, c'est les 6 conseils qu'on donne toujours au début qui aident beaucoup les gens à adopter ou à aimer un petit peu plus SharePoint. Je vais m'arrêter là.